Bonjour à tous, merci de votre présence, de plus en plus nombreuse pour les activités et les webinars organisés par la Digital Learning Academy. Je suis Philippe Lacroix et je suis avec vous pendant une demi-heure pour traiter du sujet du présentiel augmenté qui, je le vois, a eu pas mal de succès. En introduction, la Digital Learning Academy est un service qui est édité par ILDI, un cabinet de conseil qui organise aussi des événements en formation comme le Digital Learning Day ou Learninov en fin d'année, dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, je suis donc Philippe Lacroix, le cofondateur avec Philippe Gilles de ILDI, ce cabinet qui édite la Digital Learning Academy. Alors ce matin, le sujet qui nous intéresse, et je vous remercie de votre présence, et je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive, c'est le présentiel augmenté. Alors, on va essayer de traiter ce sujet comme d'habitude en un temps assez court, mais on va essayer d'en faire le tour tout de même, et on va garder à la fin un petit moment pour répondre à vos questions. Donc, on va essayer de regarder comment on peut augmenter les activités présentielles. Donc, présentiel, activité qui se passe en salle de formation, soit en interne dans les organisations qui disposent d'une formation interne d'une académie, ou soit en externe chez des prestataires. Donc, comment augmenter les activités en présentiel? Comment est-ce qu'on peut augmenter la salle elle-même? Est-ce qu'on peut augmenter le participant, le formateur, la pédagogie, et puis on va terminer par le parcours avec une petite synthèse avant de répondre à vos questions. Alors j'ai justement une question qui dit on ne me voit pas, c'est normal? Oui. Euh, Afin de faciliter la fluidité de l'audio et des slides, je n'ai pas ouvert ma webcam parce que sinon ça utilise un petit peu de bande passante et j'ai privilégié la qualité de l'audio et du visuel. Alors d'abord, pourquoi est-ce que on envisage d'augmenter le présentiel? D'une façon assez évidente, ce qu'on cherche, c'est avoir des stages plus courts, parce que c'est ce qui nous manque le plus en ce moment, c'est le temps. Donc on essaye de toujours raccourcir les choses. Et puis en plus, comme on est très exigeant, on essaye d'avoir, avec un temps plus court, encore plus d'efficacité. Et c'est ça qui amène soit à se poser la question de la transformation du présentiel pour l'augmenter, ou soit c'est les possibilités de l'augmentation de présentiel qui peuvent nous amener à envisager de raccourcir la durée ou d'être plus efficace. Alors en tout premier lieu, en général, on pense à augmenter les activités, c'est-à-dire ce qui se passe dans la salle, et on essaye de voir ce qu'on pourrait ajouter pour renforcer l'attractivité, essayer de faire en sorte que les stages, il y ait moins de no-show, c'est-à-dire moins d'absents dans les formations présentielles, apporter de l'interactivité, puisque on envisage éventuellement que les gens ne s'ennuient pas, et puis varier les activités pour essayer de faire en sorte que il n'y ait pas de routine et que on ne se lasse pas des activités présentielles. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On a repéré quelques outils que vous connaissez certainement déjà, mais qu'on s'est permis de relister ici. Donc vous avez ce dont on a tous entendu parler, Klaxoon, cette petite boîte que vous trouvez maintenant chez certains organismes de formation et qui permet, avec ou sans connexion Wi-Fi, de faire utiliser soit les propres appareils des stagiaires, leurs smartphones, leurs tablettes, leurs ordis, ou soit en fournissant le matériel nécessaire, d'ajouter dans la salle de formation certaines activités ludiques, comme des murs de post-it, des quiz, des questions à trous, des jeux de loi, etc. Tout un tas d'activités qui permettent aux formateurs d'ajouter des activités ludiques et interactives et digitales. L'avantage de Klaxoon est que il y a absolument rien à configurer, c'est une petite boîte autonome qui vous permet de créer et de diffuser les activités, et je le précise, avec ou sans réseau Wi-Fi. Donc ça rencontre un grand succès, c'est une boîte française qui vient de lever des fonds pour se développer à l'international. Bravo, c'est une bonne solution. Une alternative à ça, vous avez Kahoot, que j'ai mis à la partie en haut et à droite,
C'est un site en ligne qui vous permet de créer un certain nombre d'activités pour lesquelles l'interactivité est un peu plus simplissime. Les utilisateurs qui utilisent leur smartphone ou leur ordinateur ont à choisir à chaque fois entre 4 propositions de couleurs et on répond à des quiz avec plus ou moins de points suivant qu'on a une ou plusieurs bonnes réponses, qu'on répond plus ou moins vite. Voilà, ça permet d'ajouter des activités individuelles ou de groupe. Kahoot, c'est assez intéressant quand on fait fonctionner en sous-groupe, contrairement à Klaxoon qui est plutôt en individuel. C'est une bonne chose. Alors souvent on se dit oui d'accord mais il faut un équipement, il faut beaucoup tout le monde n'a pas envie d'utiliser son téléphone, sa tablette. Ça tombe bien. Si vous voulez faire des sondages, le Plickers que j'ai mis juste en dessous vous permet de distribuer des petits cartons sur lesquels il y a une sorte de QR code et chacun positionne et montre devant l'animateur son petit carton pour répondre à la question et l'oriente. Chaque côté du carton est indiqué A, B, C, D, et donc vous mettez en haut la réponse que vous voulez apporter à la question que vous pose l'animateur, soit vous répondez A, B, C, D, et chacun a son petit carton, il l'oriente dans le bon sens. L'animateur lui prend juste sa tablette ou son téléphone et passe l'application Plickers devant toutes les cartons qui sont posés, donc il balaye de gauche à droite avec son téléphone l'ensemble de la salle. L'application détecte automatiquement l'orientation des cartons et va donner soit un pourcentage de gens qui ont répondu A, B, C ou D, mais aussi peut permettre, quand vous avez enregistré, puisque chaque carton est individuel, le nom associé à chaque carton distribué, à la fin dire quelle est la personne qui a eu le meilleur taux de bonne réponse, etc. Donc c'est une activité où vous n'avez pas besoin d'équiper en tablette ou en smartphone chacun des participants, il suffit que l'animateur ait installé Plickers sur son smartphone, et j'en précise pour dire que Kahoot et Plickers sont gratuits. Et puis quand vous avez envie de voir une assemblée un petit peu plus importante, donc quand vous êtes dans une grande réunion, une réunion en grand groupe, etc., vouloir poser des questions, avoir les réactions, que les gens vous posent des questions en direct, etc. Donc quand vous voulez animer plutôt une conférence ou une formation en grand groupe, vous pouvez utiliser la solution Slido qui vous permet de donner la parole à chaque participant, soit pour vous poser des questions, vous avez un mur de questions qui va défiler, ou soit de répondre à des questions et d'organiser des sondages. Il y a une version gratuite aussi pour cette application, sauf pour Klaxoon, où il faut acquérir la solution. Donc voilà pour quelques exemples d'outils qu'on peut ajouter aux activités traditionnelles pour essayer de les diversifier et de les augmenter. Alors augmenter la salle. On peut évidemment ajouter plein de choses dans une salle de formation et il y a donc 2 déclinaisons possibles maintenant d'une salle de formation traditionnelle, hormis mettre un peu plus de mobilier plus fonctionnel, qu'on peut bouger, qu'on pourrait organiser facilement, contrairement à une salle traditionnelle où il faut prévoir l'organisation de la salle avant. Vous avez les Learning Labs, qui sont des lieux d'apprentissage revisités sur lesquels, là, le mobilier, l'équipement sur les murs, le matériel mis à disposition, les tableaux blancs interactifs, tout le matériel pédagogique permettant de réaliser des activités de créativité, etc. Les Learning Labs sont vraiment des lieux d'apprentissage revisités où on a mis un équipement particulier qui favorise une diversité d'activités d'apprentissage très riches, très variées. Et puis il y a les Fab Labs, une autre déclinaison de lieux de formation ou d'apprentissage, où là, c'est un lieu d'expérimentation et de prototypage. En général, dans les Fab Labs, vous avez tout l'équipement nécessaire pour fabriquer le prototype d'une activité pédagogique, d'une solution. Si par exemple vous dites comment est-ce qu'on pourrait repenser l'organisation de nos bureaux, etc., vous avez dans les Fab Labs la possibilité de fabriquer avec des imprimantes 3D, avec du matériel, avec des matériaux, des outils, la possibilité de fabriquer des choses très rapidement sans avoir besoin d'un matériel ni d'aide spécialiste. Donc les Fab Labs sont des lieux d'expérimentation et de créativité qui sont très intéressantes à intégrer dans des activités présentielles parce qu'elles sortent du classique schéma de j'écoute ou je fais des études de cas ou des exercices. Là, on produit, on fabrique des choses. Donc ces deux façons de revisiter les salles de formation donnent des ouvertures et des perspectives beaucoup plus riches
en termes d'activité pédagogique. Alors, on va s'attaquer maintenant aux choses un petit peu plus compliquées, augmenter le participant lui-même, lui donner de nouveaux pouvoirs qui vont lui permettre d'exercer de nouvelles activités pédagogiques, éventuellement même d'avoir de nouveaux rôles. Donc on peut le doter de nouveaux outils, sans aller jusqu'au casque de réalité virtuelle, mais pourquoi pas, dans un avenir proche, on pourra l'envisager. Déjà, dans un premier lieu, demander d'utiliser sa tablette, son smartphone, d'utiliser des tableaux interactifs, c'est-à-dire de ne pas forcément réserver ça aux formateurs, mais donner la main aux participants pour utiliser ces nouveaux outils. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet un petit peu sensible des smartphones et des tablettes en salle de formation, on dit oui, mais il faut donner les règles du jeu, il faut interdire de l'utiliser parce que les gens sont perturbés, ils sont plus attentifs, ils n'écoutent plus le formateur. Déjà, je pense que c'est peine perdue de vouloir empêcher les gens d'utiliser leur smartphone et leur tablette en formation. Et puis même, pardon, il vaut mieux les encourager à le faire, mais au bon moment. Donc je pense que les règles du jeu, c'est de dire on n'interdit pas les smartphones et les tablettes, au contraire, on va s'en servir. Par contre, si vous voulez faire des choses de nature plus personnelle pendant la formation, soyez raisonnable. On ne pourra pas de toute façon empêcher quelqu'un de montrer sa distraction en utilisant un smartphone, alors que quand les smartphones n'utilisaient pas, on avait moins d'indicateurs pour voir la distraction d'un participant. Là, on le voit parce qu'il se met à faire quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait plus de distraction due au smartphone et aux tablettes en salle, et on peut faire des choses formidables avec. Donc, autant augmenter le participant avec ces choses-là. Et puis, les tableaux interactifs vont pouvoir donner la main aux gens pour co-construire, produire des schémas à plusieurs, les sauvegarder, revenir en arrière, comparer des versions, etc. C'est des choses, des exercices et des activités qui sont tout à fait intéressantes à confier et qui ne sont pas à réserver simplement aux formateurs. Mais surtout, le plus intéressant, c'est de donner des nouveaux rôles aux participants. C'est pas simplement être quelqu'un qui est là pour apprendre, puisqu'on arrive rarement totalement vierge par rapport à un sujet. On a même peut-être des fois déjà un peu d'expérience. L'intérêt, c'est de le partager. Donc, donner le rôle d'apporteur d'expérience, de savoir et de connaissances aux stagiaires va avoir une double vertu. Un, ça casse un petit peu la tradition et le ronron des formations présentielles où c'est le formateur qui sait, même si ça fait un peu cliché de dire ça, et les autres sont là pour écouter. Et puis ça va permettre à chaque stagiaire de se poser la question de revenir dans sa mémoire et dans ses souvenirs de ce que je sais déjà, d'y réfléchir, donc de se préparer à l'ouverture, d'enrichissement du sujet, et de formaliser ce qu'on sait déjà, même des toutes petites choses. Donc partager du savoir, c'est une double vertu très intéressante. La co-animation, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est tellement facile pour quelqu'un en salle, avec sa tablette, son téléphone ou son ordi, d'aller faire une recherche sur Wikipédia, d'aller faire une recherche sur Internet, d'aller regarder des choses qui traitent du sujet dont est en train de parler le formateur. Eh bien, donner la possibilité à un participant de venir co-animé sur un sujet qu'il vient il vient de découvrir une information ou il vient de trouver quelque chose, ça renforce beaucoup l'intérêt du partage et de l'apprentissage. Et puis on peut demander aussi aux participants de faire un peu de travail de correction. Une fois que vous avez fait une étude de cas, etc., vous pouvez demander, échanger les copies d'un groupe à l'autre ou entre personnes, et de demander aux gens d'apporter un regard critique, dans le bon sens du terme, aux travaux des autres. Ça permet d'avoir un éclairage différent du sien, donc ça ouvre un peu l'esprit. Ça permet effectivement de faire des activités où il y a une vraie correction et pas simplement distribuer un corrigé. Et puis regarder les erreurs des autres ou les points de vue des autres, c'est toujours très enrichissant. Ah, excusez-moi, je peux un petit peu de bruit de fond de mon côté. Alors augmenter le formateur. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer d'augmenter le formateur On va lui donner des nouveaux outils. On va essayer de le doter de nouvelles compétences, puis surtout on va lui proposer certaines postures différentes. Alors on va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail. Les nouveaux outils, les nouvelles compétences et surtout les nouvelles postures. Nouveaux outils, on a regardé, on va lui demander d'utiliser ce qui a été vu dans les activités augmentées ou quand il fait participer les stagiaires à de nouvelles activités. On va s'intéresser surtout aux nouvelles postures.
Un formateur doit maîtriser son sujet, doit être un bon pédagogue, doit savoir formaliser son savoir. Ça, c'est les choses qui resteront dans ses compétences propres au métier de formateur. Par contre, on va lui demander aussi d'être... alors, on a utilisé des mots pour faire... on cause bien de la formation. Facilitateur d'apprenance. L'apprenance, c'est la capacité d'auto-apprentissage, les nouvelles modalités d'apprentissage où l'individu devient acteur de son apprentissage. Le formateur doit faciliter cette capacité, développer cette activité, encourager la capacité du stagiaire à être autonome dans son apprentissage. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de choses à apprendre tout au long de la vie. Il faut donc développer cette capacité d'auto-apprentissage. Et le formateur doit, à chaque fois qu'il en est possible, donner les moyens à la personne de se former par elle-même jusqu'où elle peut y aller, arriver à se former par elle-même et faciliter ça. Il doit être accompagnateur, c'est-à-dire qu'il doit guider, orienter les activités pédagogiques qui favorisent l'apprentissage plutôt d'être simplement le moteur ou l'organisateur ou l'acteur de l'apprentissage. Il doit accompagner. Et puis, il doit être animateur de communauté parce que comme on va le voir aussi dans l'augmentation des parcours, la formation va démarrer avant d'être en salle et ne va pas se terminer une fois que la formation en salle, elle, est arrêtée. Donc, il a un travail qui se prolonge après la formation et qui commence avant la formation en salle. Donc, il doit avoir des capacités à mettre en mouvement des individus au sein d'un groupe, d'une communauté, et pas simplement au moment où il est présent physiquement avec les personnes en salle. Alors, augmenter la pédagogie, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Je vais pas faire un exposé sur la pédagogie inversée, mais pour le résumer en 2 mots, ce qui se passe en salle en général, jusqu'à présent, dans une pédagogie plus classique, en salle on est là pour apprendre. Mais on apprend du début du niveau initial jusqu'au niveau attendu. Donc on a tout un parcours de progression à faire uniquement au moment où on est présent en salle. Dans le parcours de progression, ça peut être long, ça peut prendre du temps, et on essaye de le condenser et le raccourcir au moment de la présence en salle. C'est un peu contradictoire. La pédagogie inversée, c'est de se dire, chacun a la capacité d'apprendre une partie des connaissances par ses propres moyens et avec des niveaux d'atteinte différents qui sont propres à chacun. Donc on va donner les moyens à chacun avant la formation en salle de développer ses propres compétences, ses propres acquisitions de savoir jusqu'où il peut aller seul. Et puis on rentre en salle de formation et là le formateur, il va avoir déjà une population qui a acquis un niveau initial qui est supérieur à celui qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas de préparation en amont. Et il va plutôt être là pour combler l'écart entre l'état d'apprentissage que la personne est capable d'avoir appris toute seule jusqu'au résultat attendu, plutôt que d'avoir la charge de porter tout l'apprentissage pendant la salle de formation. Donc ça me permet d'avoir des gens qui arrivent qui ne sont pas vierges de connaissances, de voir juste à corriger les incompréhensions et de compléter l'apprentissage avec des activités riches où on peut y consacrer plus de temps puisqu'on en a gagné en acquisition de niveau initial. Voilà la pédagogie inversée. L'apprentissage prédictif, là, c'est d'essayer de donner la bonne formation à la bonne personne en fonction de son niveau et de ses besoins. Donc on va essayer de configurer la formation dont a besoin quelqu'un pour atteindre ses objectifs de développement plutôt que de lui imposer une formation qui conviendrait à tout le monde et peut-être pas forcément pleinement à cette personne-là. Et puis l'apprentissage adaptatif, c'est concevoir des systèmes qui s'adaptent à la façon d'apprendre de chaque personne, sa vitesse d'apprentissage, ses compétences et le niveau qu'il est capable d'apprendre sans vouloir lui imposer un niveau qu'il ne sera pas capable d'apprendre ou de lui imposer un niveau trop faible alors qu'il a envie d'aller plus loin. Donc voilà comment on pourrait éventuellement repenser la pédagogie avec la pédagogie inversée, le prédictif et l'adaptatif. Alors augmenter le parcours. Alors c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on se rend compte finalement que on va casser la logique de formation qui a un début et une fin rythmée par l'espace-temps qu'on partage avec le formateur, le moment de la formation dans la salle. On va essayer de voir, on va passer d'une formation qui a un périmètre très limité
a un bouquet de services. Alors j'ai mis une petite astérix parce que c'est une expression qu'a employée récemment Denis Christel et que je trouvais très juste. Je me suis permis de lui emprunter, mais comme il est partageur, je pense qu'il m'en voudra pas. Donc on va essayer de repenser la formation comme un bouquet d'activités, bouquet de services mis à disposition de la personne qu'on veut former, et pas simplement lui imposer une présence dans un espace-temps qui est la salle de formation. Alors ça amène à repenser pas mal de choses. On va essayer d'aller de haut en gauche au bas à droite pour voir quelle transformation on peut avoir. En deux temps, on peut avoir l'état bleu en haut à gauche, on le connaît, hein, c'est la formation en salle qui est le moment de partage avec le formateur et les autres personnes, et dans lequel on peut avoir des études de cas, des exercices, des activités pédagogiques classiques qu'on connaît. L'état suivant, c'est de mettre en périphérie de la formation en salle des activités, suivre des conférences, faire des recherches personnelles, participer à des groupes de travail, faire de l'auto-formation, etc. Donc là, on voit qu'on ajoute à la formation en salle un certain nombre d'activités périphériques qu'on peut développer avant, après, mais on complète la formation en salle. Le dernier état qu'on a en bas à droite, en fait, la formation est un tout beaucoup plus large que la formation en salle. La formation en salle n'est qu'un des éléments de la formation. Et ce n'est plus l'élément central. Ce n'est plus le moment fort, le temps fort. C'est un des éléments. On peut se former en ayant des activités avec son réseau personnel, avec ses collègues, avec des réseaux d'experts, pas forcément des gens qu'on connaît et qu'on côtoie, mais qui ont une même problématique ou un même partage de connaissances que soi. Et puis des réseaux sociaux où là on s'adresse à des parfaits inconnus, mais qui ont un centre d'intérêt identique et avec lesquels on partage des documents, des points de vue, on pose des questions, voilà. Donc ce dernier état dans le parcours de formation, en fait, ça désacralise un petit peu le moment, le temps présentiel sur lequel on consacre en général beaucoup de moyens, et on essaye d'avoir un regard extérieur et un peu moins égocentré par rapport à l'organisation de la formation en salle. Alors augmenter le parcours, c'est aussi de passer d'un temps court, le stage, un moment de formation, qui n'est que le stage, le moment présentiel, à un temps plus long. Un parcours qui va avoir un avant, je me prépare, je creuse un sujet, et c'est même peut-être au moment de cette préparation que je décide de m'inscrire à une formation en salle, à une formation présentielle, et puis un après, c'est-à-dire que j'ai atteint un certain niveau qui me donne de l'autonomie par rapport au sujet, qui va me permettre de progresser seul ou accompagné, ou de faire progresser d'autres personnes, d'aller chercher de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, ou de partager la connaissance et le savoir que j'ai acquis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le stage, la formation présentielle était quelque chose de borné dans le temps par le début et la fin de cette formation présentielle, et ça avait tendance à borner la formation en entier. Ici, quand on augmente le parcours, en fait, le parcours déborde complètement avant et après la formation présentielle. Donc on passe d'un temps maîtrisé à un temps qui peut avoir une durée beaucoup plus longue et dilué dans la durée. Alors en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que on passe d'une situation où on a un formateur avec son savoir, ses petites capsules de formation qu'on concentre en formation présentielle dans un temps court, chronométré, avec une multitude de stagiaires avec des attitudes, des comportements et des attentes différents centrés autour de la formation présentielle, à un renversement total où la formation elle est centrée sur l'apprenant et l'élément présentiel est une des activités de formation. Ce qui veut dire que quand on est organisme de formation, quand on est entreprise et qu'on organise des parcours de formation, en fait, on ne doit pas s'attaquer simplement et confier pratiquement toute la responsabilité et le rôle au formateur qui va délivrer la formation présentielle, mais il va falloir qu'on organise un dispositif complet dans lequel il y a la formation présentielle, mais dans lequel on organise aussi tout un tas d'activités et on va donner ce coup-ci le rôle et le pouvoir
à l'apprenant d'organiser par lui-même le temps et le moment et les activités à consacrer à son apprentissage. Alors bien évidemment, j'ai mis le formateur à côté du stagiaire, parce que le rôle du formateur à ce moment-là, c'est de le guider et l'accompagner tout au long de son parcours de formation, incluant des activités qui ne sont pas exclusivement présentielles. Voilà pour résumer un petit peu la façon dont on peut revisiter le présentiel et l'augmenter de ce qu'on a aujourd'hui comme moyen pédagogique, comme moyen technologique, comme attente nouvelle, comme posture nouvelle, pour essayer de revisiter un petit peu le modèle. Il nous reste quelques questions, on a largement le temps. Alors je peux même vous donner le micro si vous le souhaitez. Il suffit de lever la main ou de m'envoyer un petit mot sur les questions et je vous ouvre le micro et on va dialoguer sur ce présentiel augmenté pour essayer d'augmenter le webinar d'un peu d'interactivité. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors Nadine, je vous ouvre votre micro. Et vous allez pouvoir me poser votre question. On vous écoute, Nadine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Je voulais savoir si sur des séquences à distance qui viendraient donc après un présentiel du type de ce que vous venez de nous proposer, il est intéressant de découper des temps très courts, par exemple 10 minutes où il y a plutôt une présentation, et puis une partie où une coupure avec une séquence où les gens devraient par exemple lire un slide et chercher à corriger des erreurs, où sont les erreurs, enfin voilà, ou une espèce de petit quiz, mais où il n'y aurait pas de manipulation, mais où eux réfléchissent à une question et ensuite reprendre sur 10 minutes de présentation. Alors, c'est une bonne façon de changer un petit peu de rythme que de découper en temps très court et d'alterner entre des activités un peu plus individuelles et des activités de groupe, des activités un peu plus passives où on écoute et des activités un peu plus actives où on doit réaliser quelques activités. C'est une bonne façon de faire. Si on veut aller encore plus loin que ça, et on l'a déjà expérimenté et on l'a déjà mis en œuvre, vous pouvez aussi laisser les personnes organiser leur propre rythme. C'est-à-dire ne pas obliger tout le monde à avancer au même rythme. Je parle pendant 5 minutes, vous travaillez pendant 5 minutes, je reparle pendant 10 minutes, vous retravaillez pendant 5 minutes. Là, tout le monde avance au même rythme. Mais de donner un potentiel d'activité pour se retrouver à un point ensemble, où on se dit par exemple, dans un quart d'heure, on va traiter de ce sujet-là, et pendant ce quart d'heure, organisez-vous, vous pouvez répondre à un quiz, lire des slides, faire un exercice, vous mettre en groupe, vous faites comme vous voulez, et on se retrouve dans un quart d'heure et on débriefe sur le sujet. Alors on peut aller éventuellement un peu plus loin, mais vous pouvez commencer comme ça, c'est une bonne idée. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas, je vais vous donner la main. Je vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord, très bien. Moi, j'avais une question un petit peu pratique sur le temps quand on est sur du présentiel augmenté, hein, donc c'est-à-dire euh, potentiellement de la formation au préalable ou des activités a posteriori de la formation. Moi, ce qui me pose question, hein, c'est comment est-ce qu'on comptabilise ce temps du côté des participants, puis pourquoi pas du côté du formateur d'ailleurs aussi. Euh, Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les OPCA, par exemple, prennent en charge ce type de temps formation? Est-ce que les entreprises ou les salariés peuvent décompter ce temps comme étant un temps de formation? très bonne question. Euh, Vous mettez le doigt sur un des vrais points durs de la transformation de la formation, c'est l'unité de mesure. On est dans un régime, fort heureusement en France, où la formation a été favorisée par
un mode de financement très intéressant, très incitatif, mais où l'unité de mesure de ce financement était l'heure ou la journée. Là, on finance des journées de formation, on finance des heures de formation à distance du e-learning. Et comment on mesure effectivement un temps variable qui serait individuel et personnel et différent pour chacun, ou différent même pour chaque session pour le formateur avec des groupes qui ont d'autres attentes, etc. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse administrative à ça. On reste dans la mesure du temps. Et donc ça veut dire que soit il faut des compteurs partout sur du temps de consultation de documents, et puis est-ce qu'on va s'arrêter quand le compteur aura atteint ce qui était finançable, ou est-ce qu'on s'autorise à déborder? Aujourd'hui, on voit bien que on a une impossibilité de mettre des compteurs partout, et que ça serait un petit peu idiot, soit de financer quelque chose qui dure moins longtemps, soit de ne pas payer quelque chose qui aurait duré plus longtemps que ce qu'on avait estimé. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de réponse à cette question-là, parce qu'il n'y a pas de réponse administrative dans le mode de financement qu'on connaît à du temps élastique et du temps individuel. La vraie réponse serait de faire de la prise en charge et du financement forfaitaire sur une formation. Charge à chacun d'estimer le bon temps à consacrer pour la formation. Pour chaque stagiaire, libre à lui d'en faire plus que ce qu'on lui demande, ou moins s'il est plus efficace que d'autres personnes. Et là où ça sera plus difficile, c'est pour les organismes ou pour ceux qui valorisent le temps formation, d'essayer d'accepter cette notion forfaitaire qu'on peut commencer au démarrage à estimer, puis qu'après on peut commencer à mesurer globalement, puis voir si entre l'estimé et le réel, il y a un gros écart. Auquel cas on recadre, on reste dans les clous. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il n'y a pas de point précis pour l'instant. D'accord, très bien. Ok. Alors j'ai pas eu beaucoup plus de questions écrites, alors soit parce que ça n'en amenait pas, ou soit parce que je n'ai pas trop assez insisté pour que vous en ayez. Je vais être un peu optimiste, et je pense que c'est peut-être parce qu'on a relativement bien couvert le sujet. On a atteint nos 30 petites minutes. C'est assez court, mais on essaye justement d'économiser du temps à chacun. Vous recevrez donc la présentation qui a été faite ici et l'enregistrement du webinaire si vous souhaitez le rediffuser, le réutiliser. Et la Digital Learning Academy, au-delà de son site web, a un groupe de discussion sur LinkedIn que vous pouvez rejoindre. Il est ouvert à tous si vous voulez continuer à débattre avec nous ou entre vous de ce sujet. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous recevrez donc demain le résumé de ce webinaire. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire à la fin du mois prochain, ou sur le site web avec les différents éléments de communication et d'information. Et éventuellement peut-être le 8 décembre lors de l'Ordinov, si vous avez envie d'expérimenter l'innovation en formation. Voilà, très bonne journée à tous, à bientôt.